اهلا وسهلا بكم. هذا الفيديو تتم الفيديو ديال تعلم اللغه الفرنسيه. كيف ما سبق وشرنا ليه في ذاك الفيديو السابق، فالطفل من المفيد له انه يستمع اللغه الفرنسيه او اي لغه اخرى بغينا نعلموها ليه. من المفيد انه يستمع لها قبل ما ينعس او حتى كينعس، لان كيف ما قلنا ان العقل الواعي كياخذ اخر حاجه سمعها او اخر حاجه شافها او اخر حاجه فكر فيها الانسان قبل ما ينعس، وكيبقى خدام عليها الليل كله. اذا في هذا الاطار حنا فكرنا اننا نديرو قصص فرنسيه مسموعه. اللي استطعتوا يقراهم الوليدات قبل النعاس مزيان، اللي ما استطعتوش غياخذ الفيديو هكا يحطو حداهم وهما ناعسين 21 دقيقه هكا قبل ما ينعس، وغتكون استفاده ان شاء الله. ان الذاكره ديال الطفل كتسجل هذه الاصوات باللغه الفرنسيه وكتبقى تخدم عليها دائما، فبالتالي كنعاونوه انه يتعلم يقرا وانه يتعلم يهضر باللغه الفرنسيه او اي لغه كيف ما كانت. انا كنقرا من الكتاب ديال مي بلو بيل فابل دو لا فونتين اللي معروف بالنسبه للادب ديال الاطفال. ممكن تقراو في اي كتاب اخر كيف ما كان. وغنبداو ان شاء الله بالقصه الاولى. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vos chantiers? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquillant, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des rayons du vent, du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient beau, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'elle déracine celui de qui la tête ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile.
s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sang. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvé, la dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec émanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous s'approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais elle crut mieux faire d'attendre qu'elle eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau s'approchant du bord vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi des tranches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh Dieu me ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyez pas si difficile. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas aux hérons que je parle. Écoutez, humains, à notre compte, vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque près d'être atteint, elle s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur faire arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure.
À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? » L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu était craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les 3/4 de leur veillance. L'ours et les 2 compagnons. 2 compagnons pressés d'argent à leurs voisins foreurs vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On ne pourrait fourrer plutôt de robes qu'une. D'un de nous prisait moins ses moutons que leur ours. L'heure à leur compte et non à celui de la bête, s'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours. Ils conviennent de prix et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des 2 compagnons grimpe au fait d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre. Ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne, au long bec, n'en put attraper miette, et le drôle eut la paix le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. » Alors dit, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout,
Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau de cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et pourtant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltrait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein d'orage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'il considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Ce rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bon garde, ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, que s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, ce loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement. Entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, bosseur, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses.
Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là, lui dit-il. Rien, quoi, rien, peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Ni, m'y voici donc, point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. » La chétive précoce s'enfla si bien qu'il creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquise veut avoir des pages.